Bonsoir à toutes et à tous, je suis Stécie Algrin, la fondatrice de Penser l'après. On se retrouve une nouvelle fois pour la suite de notre série dédiée au patriarcat et ce soir, on est ici pour la deuxième partie de notre épisode dédié à la virilisation du monde, donc un beau sujet pour parler de masculinité. Et avec nous, pour ce faire, nous recevons Florian Voros. Vous êtes maître de conférence, spécialiste des constructions de la masculinité dans le domaine de la sexualité. Et vous avez récemment publié un livre intitulé Désiré comme un homme, enquête sur les fantasmes et les masculinités. Avec nous également Aude Rivoal, vous êtes docteur en sociologie et vous avez étudié les masculinités dans le monde professionnel, avec notamment un travail de recherche qui s'intitule Travail et masculinité, quelle transformation. En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous ce soir. Alors moi, j'ai une petite question. Pourquoi les masculinités finalement? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Florian. Moi, j'aurais peut-être une petite réponse si je peux commencer, si je peux me permettre de commencer. En fait, moi, la question des masculinités, elle s'est imposée un peu avec ma rencontre sur mon terrain de recherche, puisque je faisais un terrain de recherche dans les entrepôts de la grande distribution. Et j'étais en contrat CIFRE. Donc, le contrat CIFRE, c'est un contrat entre un chercheur, une entreprise et une université. Et donc, je travaillais dans cette entreprise à mi-temps. Et mon emploi, c'était d'être chargée d'égalité professionnelle homme-femme. Et en fait, au départ, ma problématique, c'était d'étudier la place des femmes dans un milieu masculin, parce que c'est un milieu masculin à 80%. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon terrain que j'avais vraiment des grandes difficultés à implanter une politique d'égalité professionnelle homme-femme. Et je rencontrais de très nombreuses résistances. Et donc, c'est comme ça que la question des masculinités m'est venue. Je me suis dit, il faudrait peut-être inverser le regard et non pas aller regarder ce qui se passe du côté des femmes, parce qu'il y a plein de travaux qui s'intéressent à la question et qui sont très bien faits et qui abordent cette question de manière très intelligente. Mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe du côté des hommes en fait? Pourquoi ça résiste alors que j'ai été embauchée pour travailler sur cette question, alors qu'il y a un certain nombre d'hommes qui sont assez sincères, je crois, dans leur démarche d'être pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pourtant, ça coinçait. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est arrivée cette question des masculinités. Finalement, de façon assez naturelle. Et pour vous, Florian, est-ce que ça a été la même chose ou est-ce que d'emblée, c'était une volonté d'aller s'attaquer à ce vaste sujet? Alors, moi, du coup, je travaille sur des terrains assez différents que ceux de Aude, mais c'est vrai que, mais de la même manière, la question des masculinités n'était pas forcément présente au départ. En fait, moi, j'avais commencé par une enquête en master sur les usages du porno gay, sur les publics du porno gay, où j'interviewais à la fois, enfin, surtout des hommes gays bisexuels, mais aussi des femmes de toutes orientations sexuelles qui avaient pour habitude de regarder du porno gay. Et en fait, dans les entretiens avec les hommes, étaient ressorties pas mal de choses liées à la question de la virilité, enfin du déploiement de muscles, de poils, de force physique, de crâne rasé, enfin, en tout cas au niveau des fantasmes, et aussi de la manière de parler de son propre corps en action sexuelle. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie au fur et à mesure de faire une comparaison entre les hommes gays et les hommes hétéros et voilà, de comment ils s'imaginent et comment ils se ressentent en tant qu'êtres agissant sexuellement et puis le contenu de leur fantasme, voilà, de l'interroger. Mais du coup, c'est venu qu'en cours de route aussi, la question des masculinités. Même si je travaillais principalement sur les hommes, en fait, la question des masculinités, elle est venue que enfin, toute la rencontre avec la littérature sur les masculinités, elle est venue dans un second temps. Je vous remercie. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de masculinité au pluriel, donc ça pourra peut-être étonner les personnes qui nous suivent. Donc, finalement, pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de mettre ce concept au pluriel plutôt que de façon singulière, comme on pourrait peut-être l'entendre habituellement? Aude? Oui, bah alors pour Florian comme pour moi, Réwyn Connell, c'est une référence théorique importante et assez fondatrice. Et en fait, Connell, elle distingue plusieurs formes de masculinité. Donc, vous en avez parlé dans un précédent webinaire, mais elle en distingue quatre. Et dont la masculinité hégémonique. En fait, la masculinité hégémonique,
pour revenir très rapidement dessus, c'est une masculinité qui est culturellement glorifiée, donc qui n'est pas dominante au sens statistique, mais qui est normative au sens où elle renvoie à un modèle de ce que serait un modèle idéal de ce que serait un homme. Donc c'est une position, c'est un modèle de masculinité qui est en position hégémonique dans un espace social donné à un moment donné. Donc je sais pas, en France aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un homme blanc, hétéro, viril, riche, valide, etc. Or, tous les hommes ne remplissent pas ces critères, ils n'ont pas forcément toutes les dispositions ou tous les capitaux pour se conformer à ce modèle. Et donc, si la domination masculine, elle existe au sens d'un groupe d'hommes qui tirent des avantages de la domination sur le groupe des femmes, tous les hommes n'exercent pas de la même manière une domination sur le groupe des femmes. Ils n'en tirent pas non plus les mêmes bénéfices, ça n'a pas forcément non plus les mêmes coûts, qu'on soit un homme qualifié, un homme non qualifié, un homme blanc, un homme racisé, qu'on habite à la campagne, qu'on habite en ville, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il existe des masculinités au pluriel, entre autres. Enfin, je ne sais pas si Florian, tu veux compléter ou corriger ce que j'ai dit, mais... Compléter, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et oui, effectivement, parler de masculinité au pluriel, ça peut permettre de penser ensemble les rapports de domination entre les hommes et les femmes et les rapports de domination qui sont internes au groupe des hommes. Par exemple, les rapports de domination qui sont basés sur le fait de certains hommes qui vont se considérer comme plus virils que d'autres, comme plus fort, plus puissant, plus masculin, plus viril, ou encore un type de rapport de domination. Il y a des hommes qui vont se considérer comme plus civilisés, comme plus éduqués, et qui vont considérer d'autres comme plus animaux, comme plus sauvages et comme méritant du coup d'être marginalisés ou d'être surveillés ou d'être enfermés. Et ça permet aussi de comprendre la pluralité de la manière dont les hommes participent au patriarcat. Parce que, par exemple, le sexisme ou la misogynie des hommes hétéros et le sexisme ou la misogynie des hommes gays a en partie les mêmes ressorts, mais n'a pas toujours les mêmes ressorts. Donc, ça permet aussi de voir que, enfin, en tout cas, moi, ce à quoi ça m'a permis finalement dans mes recherches, je crois qu'au début, je m'intéressais surtout aux masculinités gays comme un espace de subversion des normes de genre. Et finalement, avec les éléments que j'ai eus, les conversations que j'ai eues, penser les masculinités au pluriel, ça m'a surtout permis en fait, de penser la manière spécifique dont les hommes gays peuvent participer en fait, à la domination masculine et dont ils peuvent se sentir solidaires du groupe des hommes et voilà, avec des spécificités. Quoi. Est-ce que ça renvoie à l'idée parfois que le fait d'être gay, ça nous exclut un peu des rapports de domination qu'on peut trouver entre hommes et femmes, ou est-ce que c'est totalement différent, ce besoin de relier le concept de masculinité aux personnes gays? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, du coup je vais répondre, mais si je ne réponds pas bien, n'hésitez pas à me la reposer. Effectivement, moi ce que j'ai remarqué, c'est que je pense que c'est le cas dans beaucoup de situations où des personnes ont une condition minoritaire et sont par ailleurs plutôt privilégiées socialement. Moi j'ai fait des entretiens avec des hommes gays plutôt de classe moyenne et supérieure et socialement perçus comme blancs. Et souvent, il y avait un peu un discours de façade qui... de l'ordre de oui, en tant que gay, je suis membre d'une minorité et du coup, je suis naturellement l'allié des mouvements féministes ou en tant que gay, du coup, je suis tolérant et dans le milieu gay, voilà, il n'y a pas de racisme du coup parce qu'on est une minorité, donc on est tolérant. Bon, ça, c'est des discours convenus de façade, mais qui ne disent pas grand-chose de comment ça se passe concrètement en fait, dans la vie de tous les jours. Et en fait, moi, c'est en rentrant dans plutôt les habitudes érotiques et les pratiques sexuelles quotidiennes, que là, en fait, il y a des choses plus nuancées, plus complexes qui sont ressorties. Et notamment le fait que qu'il y a une tendance majoritaire, je dirais, en tout cas dans les hommes gays que j'ai rencontrés, mais qui me semble aussi significatif de quelque chose de plus large, à un attachement à des idées assez conservatrices ou des pratiques assez conservatrices autour du genre et de la masculinité. D'accord.
et qui s'associe plutôt à de l'antiféminisme ou à un manque d'intérêt ou un dénigrement du féminisme. D'accord, okay, très étonnant. Ensuite, il y a une autre chose sur laquelle aussi je voulais revenir, parce que depuis tout à l'heure, on a mentionné et la masculinité et la virilité, et ça peut prêter à confusion, parce que c'est vrai qu'on les utilise presque de façon interchangeable, alors que je sais que dans les faits, c'est pas vrai. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus? Je sais pas si Aude ou... Alors moi, la manière dont je l'utilise, la distinction entre la virilité et la masculinité, je suis pas sûre que... Enfin voilà, c'est pas forcément la même utilisation pour tout le monde, mais moi, la manière dont je l'ai utilisée dans mes travaux, c'était de penser la virilité comme une forme d'idéal, un idéal de performance, qu'elle soit économique, sociale, sexuelle, corporelle. Donc une manière de pousser aux limites ce qu'on attend d'un homme. Mais si on prend la virilité comme des formes de performance, en fait, on ne peut pas s'interdire de penser dans ces cas-là la virilité aussi au féminin, de penser que les femmes aussi, elles sont performantes sexuellement, économiquement, corporellement. Et d'ailleurs, cette virilité au féminin, elle est évoquée assez peu dans la littérature, mais elle est évoquée notamment par Virginie Despentes dans King Kong Theory. Elle en parle de cette virilité au féminin, de montrer la puissance des femmes, que ça peut aussi passer par de l'exercice d'une forme de virilité sans nécessairement être masculine. Donc voilà, et à l'inverse, voilà, tous les hommes ne sont pas virils, il y a des masculinités qui ne sont pas forcément viriles. Donc la déconnexion en fait entre ces deux concepts permet de penser des masculinités plurielles et puis un idéal peut-être un peu plus un idéal viril qui est un peu plus unifié. Et notamment les masculinités aussi permettent de penser des processus de transformation, des réaménagements, des changements. Alors que dans la virilité, moi, la manière dont je le vois, c'est pas forcément les injonctions qui pèsent sur les hommes qui se transforment, mais la manière dont ces injonctions, elles sont performées, en fait. Et, donc, voilà, cet idéal viril, il est un peu immuable, mais de la manière dont on y répond, elle peut changer. Voilà. Alors que la masculinité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus plurielle, hiérarchisée, etc. C'est comme ça que je l'ai utilisé, moi, en tout cas, dans mes travaux, cette distinction. Mais... Oui, j'avais vu une définition aussi qui faisait une différence entre virilité, construction sociale et masculinité plus ancrée dans la relation amoureuse entre hommes, femmes ou autres d'ailleurs. Et je trouvais ça intéressant parce que dans mon imaginaire, en tout cas, c'était presque l'inverse. Donc c'était étonnant de voir que conceptuellement parlant, c'était pas du tout ça. Je ne suis pas sûre de comprendre le lien avec la relation amoureuse. Ouais, c'était plutôt sur l'aspect dominance sur la femme. Du coup, c'était assez compliqué. Je me disais, bon, ça n'a pas l'air clair même pour les personnes qui utilisent ces deux concepts. Donc, c'est pour ça que je trouvais important qu'on le mentionne ce soir. Et donc, concrètement, ce qu'on voulait savoir aussi, c'est en quoi est-ce que c'est important d'apporter une dimension intersectionnelle dans ces deux concepts, autant dans la virilité que dans la masculinité, parce qu'on en a parlé, il y a des conceptions différentes dans les deux cas. Qu'on soit un homme blanc, cis, voilà, vraiment le modèle hégémonique, qu'on soit un homme noir, par exemple. Donc, comment est-ce que dans vos travaux, vous arrivez à intégrer cette dimension intersectionnelle? Alors, peut-être que j'aimerais juste dire un mot sur la question précédente, parce que j'étais en fait, moi, j'ai un usage des notions de virilité et de masculinité assez proche de celui d'Aude, et du coup, je voulais un peu appuyer dans le même sens. Alors, sachant que, voilà, aussi pour répéter ce qu'a dit Aude, effectivement, on peut avoir des usages très différents en fait, de ces notions-là, et juste ce qui me semble important, c'est effectivement de bien préciser de quoi on parle, voilà. Et donc, c'est pas la seule bonne manière, mais voilà, un peu comme Aude, moi aussi, j'entendais virilité. Alors dans le domaine de la sexualité, comme tout ce qui voilà, a trait à l'athlétisme, à la vigueur, à la force, à la puissance, au poil, aux muscles, voilà, à ces choses-là. Et, et la masculinité plutôt au sens de le fait d'appartenir au groupe des hommes ou de se sentir y appartenir et de guider une bonne partie en tout cas de ces pratiques sociales autour de cette boussole-là, de se dire, ah bah oui, je suis un homme, donc du coup, je me comporte comme ça. Et
Et du coup, dans ce rapport-là, voilà, donc effectivement, il y a des tas de personnes autres que des hommes, voilà, des femmes, des personnes non binaires qui peuvent se considérer comme, qu'on peut percevoir comme virils ou qui peuvent se considérer comme virils, voilà. Mais du coup, souvent les hommes, en tout cas c'est ce qu'il y a de plus répandu, vont avoir tendance à considérer que la virilité, elle découle naturellement de leur sexe. Et donc ça, c'est pour ça que la sexualité, c'est un domaine où il y a souvent une forme d'essentialisation de la virilité. Et effectivement, quand on fait parler les hommes sur leur expérience sexuelle, c'est pas une distinction qui va avoir lieu entre la virilité et la masculinité. Il va souvent y avoir l'idée de je suis un homme, je bande, je suis viril, voilà, tout ça, ça va un peu être mélangé. Et alors du coup, pour rebondir sur votre question, sur pourquoi est-ce que prendre en compte les rapports de classe et de race, du coup, c'est important, c'est que moi, du coup, les hommes blancs de classe moyenne supérieure que j'ai rencontrés dans le cadre de mon enquête, autant pour eux, la masturbation pornographique, parce que c'est la pratique à laquelle je m'intéressais, ou la sexualité en général, ça va être un lieu d'affirmation de la virilité, d'affirmation de ce type de comportement ou d'idéaux, voilà, de s'imaginer, de se ressentir comme un être viril, puissant, etc. Mais en même temps, il va aussi y avoir une mise à distance de figures repoussoires, et notamment tous ces hommes qui seraient que dans la virilité, c'est-à-dire qui seraient que dans la force physique, qui seraient que un corps, qui seraient régulièrement qu'une bite. Et là-dedans, il y a souvent des stéréotypes de classe et de race qui se nichent, notamment par rapport à la figure de l'acteur porno. Souvent, c'est un corps dans lequel on peut se projeter, voilà, de manière fantasmatique, mais ce n'est pas un corps auquel on va s'identifier publiquement de manière positive, comme une sorte d'idéal masculin, parce qu'on va plutôt du coup recourir à des idéaux masculins, en tout cas du côté à des classes moyennes supérieures, qui sont plutôt des personnes, des hommes qui ont à la fois la puissance physique, mais aussi des capacités qui mettent en avant en tout cas des capacités de gouvernement de soi, de gouvernement des autres, des capacités du coup de mentalisation, de distance intellectuelle au monde, qui vont se tenter comme cultiver. Voilà. Ça va être des choses où il y a pas mal de choses au niveau des rapports de classe du coup qui vont ressortir. Je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter sur cette question-là. Sur l'intersectionnalité, si, c'est une question que j'ai essayé d'aborder, en tout cas sur mon terrain, où j'ai étudié à la fois des personnes blanches, non blanches, et des cadres et des ouvriers. C'était surtout ça, l'intersectionnalité, l'approche intersectionnelle que j'avais. Et en fait, on se rend compte que donc, les hommes ont un rapport au travail qui est différent, et que tous les hommes n'ont pas les mêmes expériences du monde du travail, ne serait-ce que sur l'entrée dans le marché de l'emploi. C'est pas la même chose d'être un homme peu qualifié ou d'être un cadre. Donc il y avait quand même ces différences entre hommes qui étaient assez notables. Pour autant, au sein même d'ailleurs des classes populaires, on voyait qu'il y avait des différences dans la manière, dans le rapport au travail, dans le rapport aux femmes, dans le rapport à la virilité. Il y avait vraiment des différences, et je rejoins Florian sur les figures repoussoires, où il y avait vraiment cette figure du cassos qui était vraiment une figure repoussoire de celui qui exerce trop sa virilité. Il n'est pas dans une démarche très professionnelle de maîtrise de ses émotions, de maîtrise de son corps, et en gros ça voulait dire il ne suffit pas d'être un homme pour être dominant, encore faut-il l'être entre guillemets correctement. Et pour autant, malgré les différences que j'ai pu observer entre les hommes dans leur rapport au travail, il y avait quand même un idéal culturel qui produisait une solidarité entre hommes au-delà des clivages, et c'était assez fascinant de voir que malgré cette pluralité des rapports aux femmes, au travail et à la virilité, il y avait quand même une solidarité entre hommes qui exerçait une domination sur les femmes. Donc on a beaucoup parlé de la masculinité, en tout cas en tant que concept, et comment est-ce qu'elle commence à agir entre les hommes. Donc on mentionne souvent le fait que les masculinités sont
un système d'oppression qui agit aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Et les autres catégories d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on essaye d'être fluide dans cette définition du genre. Mais on conçoit encore, et on le voit très souvent, que les hommes ont du mal à s'apercevoir de ces mécanismes d'oppression dans la société, et que ce soit entre les hommes, puisqu'il y a une hiérarchie qui s'opère entre les hommes eux-mêmes, mais également avec les femmes et les personnes non binaires. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer cette difficulté à réaliser que ces oppressions sont en marche dans la société? Alors, peut-être, c'est une grosse question. En fait, dans les études féministes en France, il y a en fait une tradition de pensée qui prend en fait le rebours de ça. C'est notamment le cas de l'anthropologue féministe Nicole Claude Mathieu, qui a ensuite été pas mal reprise par quelqu'un qui a fait une thèse en sociologie, philosophie sur la position sociale masculine qui s'appelait, qui est décédé, Léotière Vidal. Et ce que Léotière Vidal propose en s'inspirant des travaux de Nicole Claude Mathieu, c'est plutôt d'explorer la piste selon laquelle en fait, les hommes sont conscients de la domination qu'ils exercent. Et que en fait, voilà, ce qui est plutôt une hypothèse pessimiste, voilà, sur la capacité du coup des hommes à changer, parce que du coup c'est une approche qui insiste sur le fait que les hommes savent ce qu'ils font, et ils le font parce qu'ils savent ce qu'ils font, et ils font ça parce qu'ils savent les avantages qu'ils ont à en tirer. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'il y a une autre manière de répondre à ça, qui est de dire que les hommes savent ce qu'ils font. Après, voilà, peut-être qu'une hypothèse plus optimiste, c'est d'insister sur le fait qu'il y a, voilà, il y a un... Du coup, je l'ai dit de manière moins convaincue, parce que, mais en tout cas, c'est que, on va dire que les grilles de lecture féministes, du coup, sont maintenant de plus en plus médiatisées, mais que tous les hommes n'y ont pas forcément accès. Voilà. C'est une lecture plus optimiste de dire que le changement est possible si des hommes comprennent aussi qu'ils ont potentiellement des choses à gagner, des choses à perdre, mais aussi des choses à gagner d'une conversion ou d'une alliance avec un projet féministe. Très bien. Aude, je ne sais pas si... Si, je rejoins ce que dit Florian, à la fois sur l'hypothèse pessimiste et sur le manque d'accès peut-être à certaines ressources. Il y a aussi, pour compléter, il y a peut-être des hommes qui sont pas forcément concernés par cette question. En tout cas, moi, j'en ai rencontré assez régulièrement des gens qui se disent non, le féminisme, c'était une question de femmes. Ça, voilà, ça arrive encore. Et donc, du coup, ils ne voient pas la nécessité forcément d'engager une réflexion sur leur genre, parce qu'un certain nombre d'entre eux aussi n'ont pas conscience de leurs privilèges, parce qu'ils n'ont pas été confrontés à des expériences de discrimination, ce qui n'est pas évidemment le cas de tous les hommes. Il y a des hommes qui sont très conscients de certaines formes de discrimination. Ça ne veut pas dire qu'ils engagent une réflexion sur les discriminations envers les femmes, mais en tout cas, voilà. Et ça pourrait être le cas. Et puis, de manière plus cynique, pour rejoindre l'hypothèse pessimiste, c'est qu'effectivement, certains hommes sont conscients de leurs privilèges, n'ont pas forcément envie de les lâcher, parce que certains ont des intérêts communs. Par exemple, et je prends un exemple très concret, c'est la pétition de soutien à Gérard Darmanin, qui a été lancée par un certain nombre de politiciens. Et en fait, quand on regarde qui a signé cette pétition, il se trouve que c'était une majorité d'hommes politiques qui trempaient eux-mêmes dans des affaires un peu louches. Et c'est le cas dans certaines entreprises. On voit que face à des problèmes de harcèlement ou de violence sexuelle au travail, les DRH vont parfois, pas toujours, mais parfois vont privilégier un collègue de 20 ans plutôt qu'une jeune femme qui vient d'arriver. Voilà, faut pas oublier aussi que la masculinité, c'est une pratique collective qui fonctionne sur l'entre-soi, les réseaux, etc. Donc, voilà.
Je vous remercie. Et alors, dans le cas où on sortirait de la bande de potes de Darmanin et on ne serait pas au courant de ces systèmes d'oppression, comment est-ce qu'on peut aider les hommes à faire ce processus d'introspection et à essayer de se questionner aussi sur euh, les oppressions auxquelles ils peuvent être soumis avec ces masculinités? Moi, je vois si je peux me permettre de prendre la parole. Moi, je vois trois étapes un peu la première, ce serait d'écouter, en fait, d'écouter les personnes qui disent être victimes d'oppression ou de discrimination, laisser la place à ces personnes de s'exprimer. Et notre boulot, c'est pas de convaincre la personne qu'on a en face de soi qu'on est discriminé ou qu'on est victime d'inégalité ou qu'on est victime de violence. En fait, déjà, laisser la place pour s'exprimer, écouter plus que parler. La deuxième étape, ce serait d'essayer de comprendre, de s'interroger éventuellement sur son rôle ou ce qu'on peut faire pour être un allié du féminisme. Et ça va avec une troisième étape qui serait de s'informer et de s'informer par soi-même pour pas laisser aux femmes ou aux féministes un travail gratuit de pédagogie et de traduction. Et donc, il y a plein de ressources aujourd'hui sur Internet pour se documenter. Donc, c'est les trois choses que je vois, en tout cas, qui pourraient permettre de se questionner, quoi. Florian, d'autres stratégies peut-être à conseiller? Ouais, bah, en complément, parce que du coup, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'vient de dire Aude. Du coup, peut-être en complément, du coup, la question, si j'ai bien compris, c'était qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour aider les hommes à changer? Je pense que ça peut aussi être de ne pas laisser passer les choses, d'être plus exigeant et de les placer face à leurs contradictions et de ne pas forcément être trop tendre. Enfin, d'avoir un bon mélange, on va dire, d'exigence et de don-tendresse dans ce cas, c'est-à-dire et voilà, ce qui peut s'impliquer dans une politique de tendresse radicale et de bienveillance collective, mais en tout cas de par moment quand même, de clairement mettre les hommes face à leurs contradictions, de ne pas accepter certains comportements et aussi de les placer dos au mur et de leur poser des ultimatums. Et voilà, je pense qu'une amitié, dans un sens large, une amitié saine et constructive, c'est aussi une amitié où on se dit les choses sincèrement. Donc c'est quand voilà. Ça peut aussi être un signe d'amitié et de générosité que de dire à un homme de son entourage que en fait s'il continue on sera plus amis, quoi, parce que du coup c'est montrer qu'on le prend pour un interlocuteur et pour un adulte et pas pour un enfant. Enfin, même si enfin, la hiérarchie adulte-enfant n'est pas forcément très pertinente, mais en tout cas qu'on l'estime et donc on attend plus de lui en fait. Voilà. Alors Florian, puisque c'est vous qui avez la parole, on a mentionné en introduction que vous avez publié récemment un livre qui s'appelle Désirer comme un homme, enquête sur les fantasmes et les masculinités, qui est d'ailleurs juste derrière vous, donc c'est parfait. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, puisque je sais que vous êtes allé à la rencontre de nombreux hommes de 18 à 60 ans, si je ne me trompe pas. Donc nous parler un peu de l'idée derrière cette enquête, qu'est-ce que vous avez pu en faire ressortir et surtout ce que ça nous dit de la société. Alors, oulala, les grandes questions. Donc effectivement, voilà, j'ai mené une enquête par entretien approfondi avec des hommes hétéros, gays, en gros sur leur routine masturbatoire, sur leur routine de navigation en ligne, sur les différentes images qu'ils mobilisent pour se masturber, sur comment ils s'imaginent en tant qu'hommes et sur ce qu'ils pensent voilà, de la masculinité, de la virilité, du féminisme. Qu'est-ce qu'il en est ressorti bah, peut-être pour parler du coup voilà, des hommes gays, voilà, parce que du coup, c'est peut-être un élément où il y a eu de la surprise, en tout cas où moi j'ai fait un cheminement au cours de cette enquête. Comme je disais, je m'intéressais surtout aux pratiques de la masculinité gay dans ce qu'elles peuvent avoir de subversive. Et en fin de compte, il y a un ensemble de conversations que j'ai eues voilà, lors de mon enquête et puis de lectures qui m'ont plutôt envie de creuser un autre type de réflexion qui est sur la spécificité du type de conservatisme en termes de genre qu'il peut y avoir parmi les hommes gays. Ce qui m'a marqué en tout cas dans la comparaison entre les hommes gays et les hommes hétéros, c'est que
les hommes gays se montraient beaucoup plus réflexifs par rapport à la virilité. Autant je sentais bien que pour certains hommes hétéros, la virilité c'est un truc sérieux, il ne fallait pas déconner avec ça, il ne fallait pas trop le questionner, il ne fallait pas trop l'interroger. C'est un peu rigide, voilà. Autant, voilà, pour les hommes gays, souvent, la virilité, c'était un jeu, c'est quelque chose avec lequel on peut jouer, c'est drôle, c'est sexy, c'est marrant. Du coup, voilà, il va y avoir un rapport beaucoup plus ludique et beaucoup plus de facilité à voir, du coup, la virilité ou la masculinité comme un rôle, comme quelque chose voilà, avec lequel on peut jouer. Mais ça, du coup, ça ne s'articulait pas, en revanche, avec une envie de changer, de vraiment interroger les normes ou de vraiment interroger les hiérarchies. Ça s'associait souvent à une sorte de confort, à l'idée qu'en fait la situation elle est plutôt confortable et que finalement, en fait, le fait qu'on vive dans un monde où, on va dire, où les valeurs sont viriles, où les valeurs dominantes sont viriles, bah, du coup, c'est aussi des occasions de fantasmes, parce que du coup, on peut détourner du coup, ces codes de virilité en des fantasmes assez drôles et on peut en tirer du plaisir. Et que bah, du coup, ce n'était pas forcément lié à un sentiment d'insatisfaction et une volonté de transformer les choses. Alors, sur ces fantasmes, justement, donc la pornographie, c'est quelque chose qui est de plus en plus controversé, dans le fait notamment qu'elle participe à diffuser une vision un peu très dure de la sexualité, de la culture du viol, enfin, on le sait, et l'ambiguïté du consentement chez la femme. Donc, est-ce que ça ressort également dans votre étude? Oui, alors tout à fait. Alors, quand même, alors du coup, je pense pas que ce soit une spécificité de la pornographie, en fait. Hein. Je pense que la culture du viol, c'est vraiment quelque chose de transversal à notre culture, en fait, visuelle ou culture populaire, ou aussi la culture légitime. Ça, du coup, l'ouvrage de Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française, le montre très clairement. Hein. Et que souvent, justement, on a plutôt tendance à pointer du doigt le porno ou le gangsta rap, voilà, des produits culturels peu légitimes qui sont plutôt associés à des formes de virilité populaire et à qui qu'on va dessiner comme les boucs émissaires et comme les raisons des violences sexuelles masculines. Voilà, souvent avec des idées très dénigrantes sur les hommes de classe populaire et sur les hommes noirs et arabes, ou sur la figure là, du jeune de banlieue. Donc, voilà, donc je pense que voilà, il faut prendre un peu cette préoccupation-là, ne pas centrer uniquement sur la pornographie. Après, effectivement, quand on fait raconter aux hommes leurs fantasmes porno, mais je dirais leurs pratiques en fait médiatiques en général, on voit beaucoup par exemple, de scénarios où on parle d'un homme qui force une femme et sans vraiment l'interroger. Mais ça, je l'ai aussi beaucoup eu dans les entretiens, parce qu'en fait, les participants à l'enquête me parlaient aussi de cinéma, par exemple. Et, euh, et voilà, et donc c'était aussi quelque chose, voilà, dans les films qui leur avaient marqué dans leur enfance, il y avait aussi beaucoup de scènes de viol qui n'étaient pas du tout interrogées et que le film, à la base, n'invitait pas du tout à interroger. Du coup, voilà, je pense que un autre élément à prendre en compte là-dessus, c'est que ces hommes de classe moyenne, supérieure, blanche, se considéraient beaucoup comme des hommes responsables. Ça, c'était quelque chose qui était important pour eux. Mais en fait, ils envisageaient la responsabilité plutôt comme un statut social. Je suis responsable, je suis un homme responsable, j'ai des diplômes, je suis responsable. Et pas vraiment la responsabilité, un peu comme Aude le présentait tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt comme par exemple se responsabiliser en écoutant et en se sensibilisant à d'autres voix, à d'autres expériences, à d'autres visions du monde qui sont peut-être plus sensibles aux rapports de domination et aux violences. Et du coup, voilà, finalement, le problème auquel je me suis confronté, c'est pas l'effet des images sur les comportements, c'est plutôt une sorte de prétention comme ça, très masculine, très bourgeoise, très blanche, à être quelqu'un de responsable et à être au-dessus du lot et à être au-dessus de tout soupçon, et en fait à s'enfermer finalement un peu dans cette posture-là, qui conjointement à une posture virile me paraît, ou viriliste me paraît effectivement assez dangereuse, mais qui n'est pas du tout spécifique à la pornographie, hein, qui est la pratique de la masculinité complètement normalisée dans notre société, voilà. Et ce que je retrouvais plus intéressant, c'est peut-être que si on pensait notre responsabilité, un peu comme le proposait Aude, c'est-à-dire plutôt basé sur l'écoute, sur l'interrogation, sur se remettre en question. Et ça me paraît plus responsable, en fait, finalement. Voilà. Sur la responsabilité, c'est vraiment super intéressant parce que je lisais
le livre Des couilles sur la table, et notamment sur la question du viol. Et ça fait assez écho avec ce phénomène que quand on demande autour de nous, personne ne connaît de violeur, mais on connaît tous des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou d'attouchements ou de gestes déplacés. Voilà. Donc c'est finalement tous les hommes autour de nous sont responsables, mais qui sont ces violeurs? Donc c'est un peu le mythe du violeur finalement dans notre société. Personne ne le connaît, personne ne l'a vu. Donc ça fait vraiment écho à ce que vous disiez sur la responsabilité. Pour aller dans votre sens, une autre chose qui m'a marqué, c'est que dans les conversations que j'ai eues autour du mot de violence, alors déjà, le mot de, comment dire, c'est-à-dire que dans les conversations qu'on avait, dans un contexte aussi de complicité masculine, les hommes pouvaient me raconter des fantasmes où l'homme forçait la femme, mais dès qu'il y avait le mot de violence qui était mis sur ce fantasme-là, il était, voilà, en gros, aucun homme que j'ai rencontré me disait j'ai des fantasmes violents. Ça, c'était pas quelque chose qui a été dit. Voilà. C'était les violents, les violeurs, c'est les autres. Et du coup, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée pour se distinguer, pour se différencier des violeurs, pour dire voilà, je ne suis pas un violeur. Il y a beaucoup d'énergie en fait qui est dépensée pour protéger sa réputation morale. Et effectivement, si cette énergie était traduite dans un engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis des hommes de son entourage, vis-à-vis des hommes de la société en général, pour mettre fin aux violences sexuelles masculines, évidemment, ça ferait beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie à revendre, voilà, du coup, parce que si les hommes se soucient moins de leur réputation morale et plus et plus de lutter contre les violences sexuelles masculines. Alors, comme ce soir, on a un peu deux salles, deux ambiances. Donc, on a l'aspect sexualité, mais il y a également le travail qui reste une sphère très dominée par les hommes et par une vision de la masculinité. Aude, vous avez réalisé une étude chez Transfreelog, si je ne me trompe pas. Est-ce que, pareil, vous pourrez nous en dire un peu plus et ce que ça vous a permis de découvrir sur ce monde du travail? Ouais, vaste question aussi. Alors, comme je vous le disais au début, en fait, moi j'étais vraiment un peu interloquée par ce paradoxe entre, d'un côté, dans le monde du travail, on a des contraintes légales qui sont liées à l'égalité professionnelle qui sont assez fortes. On a un engagement de certaines entreprises, de certains grands patrons. On a aussi à certains égards un engagement de certains hommes en faveur de l'égalité professionnelle homme-femme, et pourtant on constate qu'il y a une persistance des inégalités entre les hommes et les femmes. Si on regarde qui est aux commandes des cercles de pouvoir aujourd'hui, qu'ils soient médiatiques, politiques, intellectuels, industriels, ça reste des hommes. Si on regarde aussi les écarts de salaire, c'est souvent cité, mais il y a une étude des Glorieuses qui est sortie la semaine dernière sur cette question des inégalités de salaire. Et en fait, sur les 10 dernières années, ces inégalités de salaire ont baissé de 0,1%, donc quasiment rien. Encore pire, il y a certains secteurs même qui connaissent une décroissance de leurs effectifs féminins. Alors moi, c'est le cas dans le secteur de la logistique que j'ai étudié, mais c'est aussi le cas dans d'autres secteurs comme le secteur de l'informatique, par exemple, où Isabelle Collet montre cette décroissance des effectifs féminins. Donc c'est ça qui m'interpellait et où je me suis rendu compte que le travail, c'est toujours une instance de légitimité masculine, parce que le travail, ça donne une identité, ça donne du pouvoir, ça donne de l'autorité, évidemment avec des expériences très différentes selon les hommes, mais en tout cas dans la manière dont le travail est organisé, dans la manière dont les carrières sont évaluées, dans les attentes qu'on a sur les travailleurs, la masculinité, elle apparaît comme une réponse qui est plus adaptée pour répondre aux injonctions productives dans un monde du travail qui est obsédé par la performance, la vitesse, la compétitivité. La masculinité apparaît comme une réponse plus adaptée. Alors évidemment, c'est une réponse qui est très différenciée selon les métiers qu'on occupe, selon la classe sociale qu'on a aussi. L'expérience du monde du travail, elle n'est pas la même pour tous les hommes. A fortiori dans un contexte de féminisation du monde du travail ou d'une précarité grandissante et de multiplication des contrats courts, etc. Le travail, c'est à la fois
un puissant vecteur de construction des identités masculines, mais c'est aussi un vecteur par lequel se teste en permanence la valeur des hommes. Donc il y a comme ça une espèce d'ambivalence qui fait que ça crée aussi des rapports de pouvoir à l'intérieur même de la classe des hommes et presque en dehors des rapports hommes-femmes, en fait. Donc, c'était les principales observations, en tout cas théoriques, que j'ai faites au départ sur mon travail. Vous avez parlé de la féminisation du travail. On peut également mentionner l'augmentation du secteur tertiaire, le fait qu'on ait la délocalisation aussi des industries qui étaient perçues comme très masculines parce que demandant beaucoup de force, beaucoup de voilà, tout ce qu'on peut réclamer en étant un homme. Donc, comment est-ce que ça impacte les hommes, tout ça? Comment est-ce que le perçoivent? Est-ce que c'est un chamboulement très profond pour eux? Alors, je ne sais pas si c'est la tertiarisation, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des transformations sociales aujourd'hui qui sont majeures, et notamment dans les rapports hommes-femmes, et les entreprises et le capitalisme n'y échappent pas. Par exemple, les étudiantes et les étudiants aussi que j'ai aujourd'hui, ils sont beaucoup plus au courant de la littérature féministe que je l'étais moi quand j'étais étudiante. C'est assez flagrant, et en tout cas dans ce que j'ai pu observer du monde du travail, on a comme ça une évolution aussi dans la figure de ce qu'on attend d'un professionnel, de ce qu'on attend d'un cadre. La masculinité des autodidactes, elle n'est pas la même que celle des jeunes qui rentrent, des jeunes diplômés qui rentrent sur le marché du travail. Il y a comme ça parfois un conflit dans la manière d'exercer son autorité, et donc dans ce qu'on attend aussi d'un homme au travail. Ceci étant, il y a quand même un point commun qui est que aujourd'hui, les expressions publiques, en tout cas, dans une sphère professionnelle, du sexisme et de l'homophobie sont généralement, pas toujours, mais généralement réprimées et plutôt mal vues, renvoyées à la figure du cassos ou à quelqu'un qui serait réac ou complètement has-been. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'à plusieurs reprises, j'ai vu des gens être renvoyés au fait que c'était pas professionnel, que c'était un comportement qui n'avait pas lieu d'être dans le monde du travail et qui n'était pas professionnel. Mais après, je pense qu'il faut quand même aussi se méfier du fait qu'il y a des discours égalitaristes qui peuvent tout à fait cohabiter avec des pratiques sexistes, et que parfois on a un peu tendance à pas voir justement ces pratiques sexistes parce qu'on voit le discours, et ça, il y a quand même voilà, des pratiques qui existent dans les coulisses ou pas d'ailleurs du monde du travail et qui sont profondément sexistes. Les coulisses, on a pu les voir, notamment avec ce qui s'est passé chez Libé. On a vu avec la Ligue du LOL, enfin, tout ce qui commence un peu à éclater au grand jour, parce qu'on a des personnes courageuses qui se mettent en tant que lanceurs d'alerte. Il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est les critères de réussite dans l'entreprise, qui finalement mettent beaucoup en avant les hommes, puisque pour réussir, pour montrer qu'on est engagé dans l'entreprise, il faut être le plus présent possible, être tout le temps disponible, des choses qui n'étaient pas possibles pour les femmes jusque-là, parce qu'elles avaient la charge de la famille. Et il y avait un syndrome que j'ai trouvé très marrant, c'est le syndrome qui a été mentionné par Alban Jacquemart et Laure Bérény, c'est le syndrome de « j'ai une épouse formidable ». Donc, est-ce qu'on le voit encore? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu rencontrer également dans votre étude? Oui, en fait, la culture du présentéisme, elle est assez forte. Elle est toujours, en tout cas en France, c'est quand même quelque chose qu'on observe et qu'on observe encore a fortiori aujourd'hui avec, par exemple, la difficulté de remettre en place le télétravail et la difficulté qu'ont les entreprises à accepter en fait, le fait de mettre tous ces salariés en télétravail. Il y a comme ça une idée que la personne est rémunérée pour aussi son temps de présence dans l'entreprise, et que cette présence dans l'entreprise, elle est aussi une manière de poser des rapports hiérarchiques et puis de reposer un certain cadre et certaines règles. A fortiori dans le monde de la grande distribution, en fait, où c'est
des entreprises qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a comme ça des injonctions à être très présent et aussi à être très mobile géographiquement, à accepter les promotions d'un entrepôt dans le nord de la France ou dans le sud de la France et qui malheureusement mettent souvent en défaut les femmes qui, quand elles débarquent dans l'entreprise et qu'elles ont une trentaine d'années, voilà, généralement qu'elles fondent une famille, elles vont avoir tendance à refuser plus ces possibilités de mobilité et de promotion que les hommes. Puisqu'on en est à parler des attentes sur les hommes, donc là c'est une attente au bureau, d'être présent, d'être à fond pour son entreprise. Il y a un peu les mêmes attentes dans la sexualité. Donc on attend toujours que l'homme soit puissant, qu'il soit dominant, qu'il soit fertile comme on l'attendrait d'une femme, mais avec cette puissance typiquement masculine. Donc comment est-ce que l'homme peut rompre avec cette vision finalement, parce qu'on voit il y a de plus en plus de questions, comment est-ce que je fais si j'ai une panne, est-ce que je vais passer pour un loser, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu analyser, Florian? Alors spécifiquement, les questions de panne, etc., je ne pas forcément poser de questions là-dessus. Mais pour du coup, comment faire ou quelle direction prendre, je pense qu'on peut peut-être revenir à la question de la masculinité. Du coup, la masculinité, c'est une manière d'organiser les pratiques sociales et la ligne générale qui me semble inspirante, c'est de ne pas prendre la masculinité pour boussole, du coup, dans aucun de et de pas alors, du coup, il y a une première piste qui est beaucoup proposée maintenant, qui est celle d'aller vers une bonne masculinité. Par exemple, il y a eu cette opposition entre la masculinité toxique et la masculinité saine. Du coup, j'imagine que c'est par contraste avec la masculinité toxique ou des masculinités progressistes. Voilà. Mais du coup, ce type d'opposition me paraît contenir toute une série de normes qui sont souvent en fait des nouveaux modèles dominants de masculinité parfois. Et donc, c'est peu populaire, je pense, auprès du grand public masculin que de dire ça, mais ça me paraît être un peu la seule solution en fait. Je pense qu'il faut féminiser en fait les hommes, ou en tout cas qu'il faut les démasculiniser, ou qu'il faut que les hommes se démasculinisent enfin en tout cas qu'ils ne considèrent plus le fait d'être un homme ou la masculinité comme comme quelque chose qui doit diriger ou organiser leur vie. Alors évidemment, la solution ne peut pas être juste au niveau de formes de subjectivation, de manière de se ressentir ou d'être différente à l'échelle personnelle, parce qu'effectivement, le patriarcat, c'est un système de domination qui traverse tous les domaines de la société. Donc ça implique aussi de changer toutes les institutions de démasculiniser aussi toutes les institutions, quoi. Je ne sais pas si ça aide. Avec un grand projet, en tout cas. Alors, on espère que ce webinaire, ça permettra de faire avancer un peu l'idée dans la tête des personnes qui nous regardent. Alors, le sujet d'un de nos prochains webinaires, justement, qui est très proche de cette question de sexualité, c'est le désir et les plaisirs féminins. Pareil, il y a une grosse méconnaissance de l'appareil génital, du plaisir chez la femme, notamment avec le clitoris. Et on a l'impression qu'il y a un peu la même chose chez les hommes, puisqu'on a tout misé sur le pénis. Et finalement, on a un peu oublié tout ce qu'il y avait autour, parce que voilà, il n'y a pas que ça pour générer du plaisir. Alors, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces pratiques? Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, qui est en train d'émerger dans la société, voilà, de changer un peu nos pratiques sexuelles? Tout à fait. En fait, sur cette question-là, du coup, alors moi, une des principales choses qui me marque, c'est le rapport des hommes hétérosexuels à la prostate, à l'anus, à tout ce qui pourrait être sexualisé, mais qui n'est pas le pénis. Et là-dessus, on retourne un peu sur la question de l'ignorance des hommes. Donc là, c'est l'ignorance par rapport à leur propre corps, par rapport à leur prostate. Enfin, l'ignorance pratique, quoi, en tant que le corps pratiqué. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une ignorance très active et très fortement construite. C'est-à-dire que la raison, c'est pas seulement qu'il y a
que dans les cours de SVT au lycée, on ne nous dit pas qu'en fait, la prostate, c'est génial et qu'en fait, se faire prendre ou se mettre des doigts dans les fesses, dans l'anus, en fait, ça peut être bien, c'est pas obligatoire, etc. Mais en tout cas, c'est une possibilité érotique parmi d'autres. C'est pas seulement parce que ce discours est peu répandu. Je pense que c'est aussi voilà, je pense qu'il y a aussi enfin, tout le monde, c'est ce que j'ai rencontré dans mes entretiens, il y a aussi une volonté très active de la part d'hommes de ne pas explorer ces possibilités pour affirmer en fait une virilité uniquement pénétrante et non pénétrée. Et voilà, je pense que cette idée voilà, que les mecs c'est fait pour pénétrer, en fait, elle est très ancrée dans le corps des hommes. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une piste, c'est que les hommes rattrapent tout leur retard, enfin, les hommes hétéros notamment rattrapent tout leur retard tout ce que l'éducation publique à la sexualité leur a pas montré ou leur a pas proposé, ou tout ce que voilà, les principales sources d'inspiration, les principales ressources disponibles dans la famille, dans les médias leur ont pas proposé. Donc de s'éduquer activement, mais il y a quand même de plus en plus de ressources depuis quelques années. Là, je pense que ça change assez rapidement là-dessus. Et puis, il y a aussi le fait voilà, d'avoir des programmes d'éducation à la sexualité qui ne soient pas uniquement centrés sur l'hétérosexualité, qui soient moins stéréotypés en termes de genre, et donc qu'il y ait plus de courage en termes à la fois idéologiques et aussi en termes de soutien financier de la part de l'État à toutes les personnes qui font une super éducation, enfin, à toutes les éducatrices et tous les éducateurs qui font un très bon travail de terrain, mais qui sont souvent très précaires et qui n'ont pas des bons moyens en fait, pour travailler, quoi. C'est génial que vous ayez mentionné le rôle central de la pénétration, parce qu'on a pu voir dans un article que la Cour de cassation avait rejeté le chef d'accusation pour viol dans une affaire où une jeune fille, voilà, voilà, il y avait pénétration uniquement à l'entrée du vagin, ou je ne sais pas trop quoi, mais il y avait cette question de profondeur dans l'acte qui ne permettait pas de qualifier l'affaire en viol. Et c'était assez aberrant, parce que finalement, aux yeux de la loi, un viol, c'est uniquement quand il y a pénétration. Donc on se dit qu'il y a beaucoup de chemin à faire, même dans les instances juridiques. Oui, pour aller dans votre sens, moi dans mon enquête, une chose que j'ai pu observer, c'est que la vraie sexualité, c'est souvent du coup la sexualité, le coït, on va dire, voilà. Et pour être un vrai homme, il faut avoir une vraie sexualité. Voilà. Il y a cette idée qui est très présente. Et par exemple, se masturber seul devant son ordinateur, c'est pas vu comme étant une pratique qui permet de devenir un vrai homme. Et c'est pour ça aussi que la masturbation pornographique, c'est pas la pratique la plus légitime, on va dire, dans la construction de la masculinité hégémonique. Ça va beaucoup plus être la capacité à et c'est assez violent que de dire ça, mais c'est malheureusement ça qui guide beaucoup d'hommes hétéros, c'est la capacité à séduire des femmes, à les conquérir et à les pénétrer, en fait. C'est ça, en fait, où va s'éprouver la masculinité. C'est comme ça que beaucoup d'hommes encore aujourd'hui se définissent. C'est j'ai eu tant de conquêtes, j'ai eu tant de relations sexuelles, et enfin, c'est hyper triste. Mais en même temps, c'est vrai que le rapport au plaisir, il a tellement été centré là-dessus, même pour les femmes. Hein. Enfin, le nombre de femmes qui n'osaient pas se faire jouir seules parce que c'était vu comme presque une pratique sale ou pas légitime. Et c'est fou qu'on soit au 21e siècle et qu'on en soit encore à se demander si on peut s'accorder du plaisir à soi-même. Enfin, c'est fou. En tout cas, je vous remercie pour ces échanges. On va pouvoir laisser la parole aux participants et participantes. Et donc, je cède la place à Ariane qui va s'occuper de modérer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà pour toute cette première partie qui était fort intéressante. On rappelle à tout le monde, tout le public, que vous soyez sur Facebook ou sur le Zoom avec nous, que vous pouvez évidemment poser vos questions. On en a d'ailleurs reçu. Je commence donc avec celle-ci. Une question du Zoom. Que pensent les invités du rôle des productions médiatiques et culturelles pour compenser les défaillances de l'éducation sexuelle des garçons et des filles? Par exemple, Sex Education sur Netflix. Ça, j'imagine que c'était plutôt pour moi, du coup. Et oui, oui, évidemment que c'est. Je pense qu'effectivement, alors on a peu de recul là-dessus, mais je vais un peu dire une banalité, mais j'ai l'impression qu'il y a, oui, qu'il y a une diversification des formes d'éducation sexuelle possibles. Après, je pense que
ça change quand même les choses. Enfin, je pense que ça change beaucoup de choses quand il y a une série qu'on peut aller voir sur Netflix et quand il y a un dispositif pédagogique qui est proposé. Je pense que c'est quand même deux choses différentes. Et plus encore, si ce dispositif pédagogique il est accessible à tout le monde et voire qu'il est obligatoire même, voilà, du coup, c'est pas tout à fait la même chose. Mais... Est-ce que ce type de série, c'est pas un peu la première étape aussi où finalement, en tant que jeune, on a besoin d'être mis face à l'information, de pouvoir se questionner seul, plutôt que dans les cours d'éducation sexuelle où on est en public, on vient de nous balancer l'info. Déjà, on est tout gêné de recevoir ça à 15-16 ans. Et donc, est-ce que ce serait pas un peu le temps nécessaire pour se recentrer, se poser Tout à fait. Alors, moi, personnellement, j'ai pas enquêté sur les... Enfin, là-dessus, j'ai pas enquêté sur les pratiques, on va dire, en termes d'information et d'éducation à la sexualité des jeunes. Là-dessus, je vous renvoie à l'enquête de Yael Amsal El-Mingui et Arthur Voitou, les jeunes, la sexualité et Internet, du coup, qui a fait une enquête auprès de jeunes, voir comment ils s'informent. Donc voilà, donc peut-être je vous laisse en fait consulter cette référence qui sera mieux répondre que moi à la question, je suis désolé. Merci déjà pour la recommandation. Aude, peut-être une question qui s'adresserait à vous. Vous nous avez donc parlé de l'encouragement et de la culture du présentéisme. C'est quelque chose que, effectivement, j'avais lu un article sur ça en France, peut-être encore plus exacerbé que dans d'autres cultures en Europe, du moins. Par rapport à ça, en fait, je voulais vous questionner sur le congé paternité, donc, qui a été étendu récemment, voté par l'Assemblée nationale, donc en octobre, pour passer de 14 jours à 24 jours, si je me souviens bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et comment est-ce que vous pensez que ça va reconfigurer peut-être cette culture du présentéisme et ce que les hommes, la manière dont les hommes doivent se comporter au travail? Je pense que déjà c'est une bonne chose parce que ce congé paternité il était allongé. Je pense que ça suffit pas non plus, que c'est un tout et qu'en fait on se rend compte que j'ai pas les chiffres exacts, donc je veux pas dire de bêtises, mais tous les hommes ne prennent pas leur congé paternité quand ils en ont la possibilité. Donc il y a aussi quelque chose qui va au-delà de est-ce que je prends ou non mon congé paternité. Il y a aussi peut-être une injonction à être présent au travail et qui fait qu'on ne s'autorise pas toujours justement à prendre ce congé paternité ou à le valoriser et à l'encourager comme une pratique qui est importante de faire cet équilibre vie privée, vie professionnelle, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Pardon, merci. Petite correction, c'est 28 jours et non pas 24, excusez-moi. J'ai une question maintenant pour Florian. Vous avez probablement lu peut-être l'ouvrage de Mathieu Trashman, Le travail pornographique. Et c'était un livre que j'avais trouvé très intéressant, notamment un de ses aspects. C'était le travail pornographique pour une femme va détruire une réputation morale qui sera très difficilement, qu'on pourra très difficilement rebâtir après l'expérience professionnelle. Comment et qu'est-ce que ça dit en fait de la société, du fait qu'une femme qui va aller travailler dans du porno ne puisse pas reconstituer sa réputation morale, tandis que chez un homme, ça va être plus accepté et ça va être une expérience sur laquelle on va pouvoir ensuite tourner la page. Qu'est-ce que ça dit sur la sexualité chez les hommes et chez les femmes et chez les personnes non binaires? Et qu'est-ce que ça dit du contrôle des corps qui peut s'opérer au sein de notre société? Merci pour cette question. Alors, étant là-dessus aussi, comme autre ressource, je conseille, il y a eu un documentaire d'Ovidi qui est sorti à peu près au même moment que le livre de Mathieu Trashman au début des années 2010, qui s'appelait, je crois, Rhabillage, qui comparait les carrières des acteurs et des actrices, les reconversions plutôt professionnelles des acteurs et des actrices porno, et qui a effectivement montré qu'il y avait un sexisme très très fort auquel les actrices étaient exposées et
à la différence du coup des hommes. Donc, du coup, je pense que Ovidie ou Mathieu Trashman seraient mieux placés que moi pour répondre à cette question-là, mais je vais quand même m'aventurer à proposer une réponse. J'ai l'impression que ça révèle le fait que avoir une sexualité, c'est plus normalisé pour les hommes, et c'est plus et c'est et que surtout pour les femmes, voilà, avoir une sexualité en dehors d'une sexualité conjugale, euh, privée, sans pornographie, c'est tout de suite, enfin c'est assez rapidement en fait, s'exposer à des formes de stigmatisation très fortes. Et oui, donc, voilà, je pense que ça renvoie au fait qu'on n'est pas tous et toutes égaux et égales par rapport à la stigmatisation sexuelle, et qu'effectivement, si on est un homme blanc, on retrouve la masculinité hégémonique en fait. Hein. Si on est un homme blanc de classe moyenne ou supérieure et hétéro, je ne sais pas si j'ai déjà dit, voilà, qui a des pratiques hétérosexuelles, on peut beaucoup plus facilement en fait s'aventurer sur le terrain de pratiques plus sexuelles, plus en dehors de la norme. Certes, on sera stigmatisé, mais ça n'aura pas le même degré d'animalisation, de déshumanisation en fait, auquel pourraient être exposées des personnes, des femmes, des personnes queer, des personnes non blanches, qui elles, voilà, seraient vues vraiment comme vous êtes des animaux, c'est dégoûtant, c'est horrible, vous êtes la lie de l'humanité. Voilà. Merci. Une question du public à nouveau. Donc, ça va nous faire revenir sur peut-être de l'intersectionnalité ou du moins une ouverture à un féminisme non blanc. Voyez-vous des différences marquantes dans la définition de la virilité selon les pays ou régions du monde? Peut-être, Aude, puisque vous aviez déjà donné des indications sur virilité, masculinité et sur comment les penser de manière multifactorielle, disons, vous pourriez vous lancer. Donc une définition, si j'ai bien compris, c'est une définition. Est-ce qu'il existerait des définitions différentes selon les pays, c'est ça? Alors non, la question, c'est des différences marquantes. Donc peut-être également que ça passe par de la définition, mais aussi des choses qu'on observerait au quotidien. En tout cas, je suppose que la question, c'est ça. Mais si je me trompe, que la personne n'hésite pas du tout à commenter, comme ça on pourra corriger et cibler mieux. Là, je suis pas sûre de comprendre la question, mais si on va sur en tout cas du lien avec la virilité, mais si on va sur la question de l'intersectionnalité, moi, quelque chose qui m'avait beaucoup frappé sur mon terrain, c'est que toutes les femmes avaient la même expérience, enfin en tout cas une expérience similaire dans les univers masculins de la domination masculine. Après, je n'ai interrogé que celles qui étaient dans l'entreprise, donc je n'ai pas interrogé celles qui étaient parties et les raisons pour lesquelles elles sont parties. Donc j'ai aussi ce biais-là peut-être dans mon enquête, mais notamment les femmes qui étaient dans des positions hiérarchiques, donc dans le comité de direction, donc qui étaient vraiment aux instances dirigeantes de l'entreprise, elles-mêmes me confiaient un certain malaise face aux hommes, et tout ça pour dire qu'en fait la position sociale dans ces cas-là ne protégeait pas entre guillemets ces femmes d'être soumises à un certain nombre de contextes où elles n'étaient pas à l'aise, où elles se sentaient dominées par les hommes, où elles étaient, où on les remettait clairement à leur place, où on leur coupait la parole, où on leur expliquait un peu des aspects techniques qu'on estimait dont on estimait qu'elles n'étaient pas forcément compétentes pour les incarner. Et j'ai retrouvé l'autre jour dans une bibliothèque un livre de Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook, qui a écrit justement un bouquin sur cette question, voilà, en disant qu'elle-même, à son poste de numéro 2 de Facebook, rencontrait un certain nombre de discriminations. Alors évidemment, elles ne sont pas du tout les mêmes discriminations que plein d'autres femmes. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y avait quand même une expérience commune de la discrimination. Est-ce que je peux me risquer à une réponse à cette question-là aussi, enfin la question de...
Bien sûr, allez-y. Et peut-être l'expliciter, si c'est Ah, bien la référence à l'ouvrage de Martin Page. alors, ah oui, non, alors moi j'avais, en fait, moi j'avais, enfin c'est la question précédente que vous aviez posée. Allez-y, Euh, bien sûr. Moi du coup, en tout cas, c'est que, je, enfin, je l'ai compris comme quelle est la spécificité du coup des constructions de la vérité, de la masculinité dans différents pays. Et j'ai l'impression qu'en France, il y a une spécificité. Alors, je dirais en Europe, il y a peut-être la spécificité que les hommes européens, parce que du coup, c'est un continent dont l'identité européenne est produite aussi par le colonialisme. Et donc, il y a une conviction, en fait, d'être plus cultivé, ou d'être plus intelligent, ou d'avoir des meilleures facultés de gouvernement. Voilà, en tout cas, je pense qu'il y a une spécificité des. Enfin, je, voilà, je pensais au livre qu'on évoquait de Valérie Réré-Robert de Une culture du viol à la française. Et donc je pense que dans tous ces débats-là, il y a aussi l'idée qu'il y aurait une sorte d'exception aussi française, parce que voilà, les hommes français seraient peut-être par exemple plus cultivés, et donc je ne serais pas comme les Américains, qui eux, comme Trump. Je pense que la manière dont on se moque de Trump en France, finalement, je pense que c'est tout à fait légitime de se moquer de lui, mais je pense que parfois, il y a un peu un impensé qui est, nous, nos propres modèles dominants de virilité, qui ne sont pas forcément beaucoup mieux, mais en France, je pense qu'on a la conviction qu'on serait un pays où ce serait mieux, où les hommes seraient plus cultivés, et donc il y aurait moins de domination masculine, parce qu'on serait plus cultivés, et qu'on aurait fait plus... Voilà, je pense que c'est une idée reçue qui me semble assez spécifiquement française, dans l'arrogance, on va dire, française. Merci, merci beaucoup. J'ai peut-être une dernière question pour revenir sur des éléments plus généraux. Vous aviez mentionné, donc Florian, ce mot de repoussoir. Aude, vous aviez rebondi ou attendez, oui, vous aviez également repris le mot repoussoir. Ensuite, Florian, vous avez souligné la nécessité de démasculiniser les hommes. Et on avait eu Emmanuel Bobassi qui nous avait parlé donc de binarité du genre et qui avait été très intéressant et avait avancé donc le fait que les hommes se construisaient via le regard d'autres hommes et en opposition à toute forme de féminité, tandis que les femmes se construisaient via le regard des hommes et étaient rappelées à cette féminité. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de manière supplémentaire sur ça? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis effectivement, je suis d'accord que les travaux d'Emmanuel Bobassi sont passionnants. Je ne sais pas quoi dire de plus, excusez-moi, c'est la fin de la journée, et c'est des cours en distanciel, donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus en fait, à vrai dire, je suis désolé. Mais je suis, si ce n'est que, effectivement, aller lire les travaux d'Emmanuel Bobassi, c'est passionnant. Aude, est-ce que vous souhaitez réagir? J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je suis assez d'accord avec tout ça aussi. C'est vrai que la masculinité, elle s'éprouve aussi dans une compétition des hommes entre eux. On évalue toujours sa masculinité à l'aune de celle de son voisin, de son père, de son frère, et que cette compétition des hommes entre eux, elle est il y a une espèce d'émulation comme ça qui fait que on va avoir tendance aussi à performer ou à surperformer des formes de masculinité. Et c'est, en tout cas, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu sur cette compétition-là qu'on compte aussi pour se challenger, comme ils disent, pour faire avancer voilà, les projets. Et, euh, et donc, oui, je crois que c'est important de prendre en compte aussi cette pluralité, mais aussi cette hiérarchie des masculinités, les unes par rapport aux autres. Merci. Écoutez, si on peut en tout cas retenir une chose, c'est peut-être justement que l'expression de cette virilité va créer au sein des différents groupes des hiérarchies et que même au sein du groupe homme, donc il y en a avec la masculinité hégémonique et celle qui gravit, donc elles soutiennent de manière passive ou qu'elles tentent de s'y opposer. Et que donc au sein même de ce groupe, il y a des mécanismes de domination qui ensuite peuvent s'étendre à travers les groupes sociaux, que ce soit femmes ou personnes non binaires.
Et avant de clôturer le webinaire, on a pour habitude de demander à nos intervenants et intervenantes des recommandations, donc que ce soit des films, des podcasts, des livres, des œuvres d'art, enfin quoi que vous souhaitiez recommander en fait. Je ne sais pas si Aude voulait commencer ou peut-être Florian. En tout cas, nous, on recommande évidemment votre livre, Florian, Désiré comme un homme, qui est sorti le 5 novembre, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est un délice à lire. Donc ça sera la recommandation, pensez-la après. Merci beaucoup. Moi, j'aurais en fait la première. Enfin, je vais dire voilà. En fait, je vais partager ce qui m'a le plus intéressé récemment. Pour le coup, c'est pas une référence universitaire, c'est une revue que j'ai sous la main, mais pas si proche de ça, qui s'appelle PD la revue, donc PD la revue, et qui est en fait un comité éditorial assez collaboratif qui à chaque fois propose un numéro, et le prochain numéro est justement sur les féminités ou les féminements. Et en fait, il y a plein d'articles à la première personne qui sont très bien travaillés, qui sont très très intelligents, et souvent c'est plus vivace en fait, voilà, et ça colle plus à des débats aussi contemporains parfois que l'écriture universitaire qui peut être plus codée ou prise dans une autre temporalité. Donc, moi en tout cas, c'est la lecture la plus rafraîchissante que j'ai lue sur les questions de virilité et de masculinité. Et elle est à la fois disponible dans certains lieux associatifs en version papier, mais avec le confinement c'est compliqué. Mais en tout cas, elle est aussi téléchargeable sur Internet, sur Facebook, sur Twitter. On peut aussi trouver les comptes de réseaux sociaux. Moi, j'aurais une référence aussi, mais qui est pas universitaire. Bon, du coup, je vais en avoir deux parce que y en a une qui concerne pas les masculinités directement, mais c'est une BD de Lee Stromkist qui s'appelle Les Sentiments du Prince Charles, qui est très pédagogique et qui décortique de manière très drôle et très brillante les mécanismes de la domination masculine. Donc, je la conseille vraiment. Et un documentaire sur Netflix là qui concerne plus les masculinités, la construction des masculinités, qui s'appelle The Mask We Live In, et qui est pareil, très pédagogique et bien illustré pour montrer les injonctions qui pèsent sur les hommes et comment ça peut aussi avoir un certain nombre de coups, et comment en forgeant voilà, en forgeant les hommes à l'idée qu'il faut être fort, dominant et violent, il ne faut pas s'étonner après qu'on vive dans la société dans laquelle on vit. Donc c'est intéressant voilà, cette perspective en tout cas. Merci beaucoup pour ces recommandations, et j'en avais une aussi à faire parce que c'est important, et donc c'est le livre Les couilles sur la table de Victoire Chaillon, qui a le podcast du même nom et dans lequel vous avez pu intervenir tous les deux. Donc je vous le conseille vivement. En tout cas, ça marque la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir participé et de nous avoir suivis. Et puis, on se regardera à nouveau un peu tous ces épisodes sur YouTube, également en podcast dès qu'on peut. Et puis, on vous remercie. On vous souhaite une très belle soirée.